Et si le plus grand péril pour une nation ne venait pas du dehors, mais de l'intérieur? Et si l'ennemi ultime n'était pas celui qui frappe à la porte, mais celui qui, abrité derrière des murs épais et des portes closes, sape lentement les fondations mêmes du pays? Cette question, aussi troublante soit-elle, trouve à Pokrovsk une illustration saisissante, un miroir tendu à qui veut bien regarder sans détourner les yeux. Pokrovsk, ville de l'Est ukrainien, fut célébrée sur tous les fronts de l'information comme une forteresse imprenable. On l'a comparée à Stalingrad, à Dien Bien Phu, à Verdun. Dans les studios télévisés, des experts alignaient les cartes et les plans, prédisaient des semaines, voire des mois de résistance, avec des bataillons héroïques prêts à défendre chaque pierre, chaque fenêtre, chaque cave. Les médias occidentaux, dans un vaste élan de solidarité, multipliaient les reportages sur les étudiants transformés en miliciens, les femmes préparant des molotovs dans les caves, la jeunesse mobilisée. Mais la réalité, une fois le rideau tombé, fut d'une brutalité glaciale. Pokrovsk, si vanté, si attendu comme un nouveau Bakhmout, est tombé non pas au terme d'une longue épreuve de force, mais en moins d'une semaine. Aucun siège interminable, nul assaut désespéré, mais un effondrement silencieux, presque honteux, qui n'a laissé que des ruines et un profond sentiment de trahison. Comment expliquer cette débâcle? Pour comprendre, il faut revenir à un détail qui, à première vue, peut sembler anecdotique, voire grotesque. Lors d'une inspection menée après la chute de la ville, chaque étage de la résidence du maire révélait des toilettes en or massif. Pas une simple fantaisie kitsch, mais le symbole criant d'une corruption qui ne se cache même plus, qui s'étale pendant que la ville meurt. Ce détail extravagant rappelle des épisodes tristement célèbres de l'histoire. On pense à la chute de Saïgon, en 1975, lorsque les soldats nord-vietnamiens découvrirent les villas luxueuses des généraux du Sud, bourrées d'objets précieux, alors que leurs troupes combattaient avec des armes usées et des rations périmées. Ou, plus récemment, au palais de Saddam Hussein, décoré de robinets en or et de baignoires somptueuses découverts par les soldats américains en 2003, alors que le peuple irakien vivait dans la misère. À Pokrovsk, la tragédie se rejoue. Dehors, sur la ligne de front, les soldats ukrainiens luttent sans casque moderne, sans gilet pare-balles, presque sans munitions. Beaucoup défendent leur position avec des fusils antiques dignes d'un musée et des rations que la date de péremption a rendues suspectes. Ils sont abandonnés à leur sort par ceux qui, en principe, devraient les protéger. Les récits abondent, un soldat raconte avoir reçu, pour 12 jours de combat, 2 boîtes de munitions et une seule ration. Un autre, blessé, a dû attendre 48 heures pour recevoir les premiers soins, faute de matériel médical sur le terrain. Pourtant, sur le papier, tout semblait prévu. L'Occident avait envoyé des milliards de dollars, des milliers de tonnes de matériel, des centaines de camions d'aide humanitaire. Où est donc passé cet argent? Sur le terrain, nul char neuf, nul système d'artillerie avancé, nulle défense anti-aérienne moderne. Les soldats n'ont vu ni drones opérationnels, ni radars ultra-performants. L'aide semblait s'être volatilisée, absorbée par un système opaque, plus dangereux qu'une division ennemie. Ce contraste est d'autant plus frappant que la technologie moderne permet de tracer chaque cargaison, chaque caisse de munitions, chaque véhicule. Mais les rapports d'audit, quand ils existent, finissent souvent dans des tiroirs ou sont maquillés par des intermédiaires corrompus. Il suffit de comparer les chiffres officiels. Sur 100 chars livrés, à peine une dizaine atteignent réellement le front. Le reste se perd en route, vendu au marché noir ou détourné à des fins privées. Derrière la chute militaire se profile donc un drame plus profond, une élite qui s'enrichit sans vergogne, tandis que le peuple verse son sang. Si personne ne brise le silence, combien de vies, de ressources et peut-être l'avenir même de la nation seront encore sacrifiés sur l'autel de la cupidité? Le scandale des toilettes en or n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pour prendre la mesure du désastre, il faut remonter le fil de l'argent disparu, suivre sa trace dans les couloirs secrets du pouvoir. Pokrovsk, proclamée forteresse invincible de l'Est, symbole d'une résistance inflexible, promesse d'un nouveau Bakhmout. Les médias occidentaux, toutes chaînes et journaux confondus, glorifiant la cité, la comparaient à Leningrad pendant le siège de 1941. Ils évoquaient une citadelle imprenable, prête à résister jusqu'à la dernière cartouche, soutenue par des bataillons de volontaires, d'anciens mineurs, de professeurs d'université, de chauffeurs de taxi, tous déterminés à défendre chaque ruelle au prix du sang. Les reportages montraient des hommes en uniforme flambant neuf, des armes brillantes, des murs de sacs de sable dressés à la hâte. Les analystes évoquaient donc des systèmes d'alerte sophistiqués, des réserves d'armes abondantes, des tunnels secrets permettant de ravitailler les défenseurs.
Même le président ukrainien, dans un discours retransmis en direct, jurait de tenir Pokrovsk coûte que coûte, jusqu'au dernier souffle. Face à cette avalanche de récits, l'état-major russe avançait lentement, sur le qui-vive. Tout laissait croire à un siège interminable. Champs de mines, tranchées profondes, pièges à chaque coin de rue. Les soldats s'attendaient à une tempête de feu, redoutant un mur humain prêt à se sacrifier. Cette attente n'était pas sans rappeler la bataille de Stalingrad en 1942, où chaque immeuble était disputé pièce par pièce, au prix de pertes effroyables. Mais lorsque l'attaque fut déclenchée, la surprise fut totale. Les défenses promises n'étaient vains que des mirages. À la place de fortifications redoutées, on ne trouva que quelques tranchées mal creusées, des réseaux de fils tendus à la hâte, quelques pièges de fortune bricolés avec des restes d'explosifs. Les défenseurs, sous-équipés, démoralisés, abandonnèrent rapidement leur position. Pokrovsk tomba en quelques jours. Non après des semaines d'enfer, mais en moins d'une semaine. Les inspections révélèrent toujours l'ampleur du mensonge. Des ruines, des entrepôts vides, des réserves de munitions faméliques. Même les vivres semblaient en s'être volatilisés. Là où l'on attendait des caisses d'armes neuves, seules quelques reliques rouillées et des rations périmées jonchèrent le sol. Ce contraste brutal entre la propagande et la réalité eut des conséquences dramatiques. Du temps perdu, des ressources gâchées et surtout des soldats et civils sacrifiés pour une illusion. La façade de résistance héroïque s'effondrait, révélant un gouffre de mensonges et d'improvisation. Une question obsédante surgit alors. Où sont passés tous les stocks, les armes, les fonds promis ? Le fil du mystère mène vers la périphérie de Pokrovsk, derrière un portail luxueux qui protège bien plus qu'une simple demeure. Là, derrière de hauts murs surmontés de caméras de surveillance, se dresse une villa d'un luxe inouï. À première vue, on pourrait croire à une ambassade ou à la demeure d'un milliardaire. Mais il s'agit de la résidence du maire de Pokrovsk. Ce que les enquêteurs vont y découvrir va transformer la défaite militaire en scandale national, et bien au-delà. À l'intérieur du palais, chaque détail respire la trahison. Pour les soldats, franchir les portes du manoir du maire revient à pénétrer dans un univers parallèle, étranger à la misère et à la guerre qui ravage Pokrovsk. Derrière le portail orné de piques, le contraste est glaçant. Dehors, tout n'est que décombres, privations et peur. Ici, le luxe est provoquant. Pelouse parfaitement taillée, parterre de fleurs éclatantes, arbres sculptés. L'herbe d'un vert artificiel reste humide d'arrosage abondant. Tandis que la ville comptait chaque goutte, ce jardin vivait comme au temps de la paix. À l'intérieur, le spectacle continue. 3 étages, des baies vitrées, des sols de marbre blanc rutilant du hall aux escaliers. Des lustres de cristal massif jettent des éclats sur des meubles somptueux venus d'Europe. Partout le confort extrême, fauteuils en cuir, tapisseries épaisses, tableaux originaux signés de grands maîtres contemporains. Les bibliothèques regorgent d'éditions rares, les caves abritent des vins millésimés venus de France et d'Italie. Le choc atteint son apogée lorsqu'une porte s'ouvre sur une salle de bain. Un trône doré. Pas un simple plaquage, mais une cuvette d'or massif, lourde, luisante. Sur chaque étage, ils en découvrent une autre, identique. Au total, 7 toilettes en or, réparties dans toutes les salles de bain et annexes du domaine, chacune équipée de robinets et accessoires de luxe importés, pour un coût dépassant celui d'un appartement de citoyen ordinaire. À titre de comparaison, le coût total de ces sanitaires équivaut à la construction de 20 maisons familiales ou à l'achat de 100 gilets pare-balles dernier cri. Dans les armoires, des cosmétiques rares, des parfums prestigieux, des accessoires griffés, montres suisses, stylos en or, bijoux sertis de diamants. Tout est rangé comme dans une boutique de Paris, alors que des familles luttent pour survivre à quelques rues de là. L'électricité n'a jamais cessé de fonctionner. Dans le garage, un générateur autonome ronronne, capable de soutenir tout un immeuble. Des réserves de carburant, une eau filtrée, chaque détail pensé pour garantir un confort absolu, même en cas de siège prolongé. Les systèmes de sécurité sont dernier cri. Alarmes connectées, caméras à reconnaissance faciale, portes blindées, les soldats dressent l'inventaire, sidérés. Plus de doute possible, ce faste provient de l'argent de la guerre, détourné, transformé en marbre et en or, alors qu'eux manquaient de munitions et de pain à la ligne de front. Les milliards destinés à défendre le pays ont bâti cette forteresse d'indécence. Le manoir prend valeur de symbole, celui d'une corruption institutionnalisée, d'une trahison froide. Pour illustrer l'ampleur du détournement, rappelons qu'avec l'argent englouti dans cette seule villa, il aurait été possible d'équiper un bataillon entier de moyens de communication dernier cri, d'acheter des ambulances blindées ou de fournir des stocks de médicaments pour plusieurs mois. La colère gronde,
Risquer leur vie n'aurait jamais dû signifier défendre des toilettes dorées, mais protéger leurs proches et leur avenir. Ils comprennent que la corruption n'est plus une question de morale, mais une question de vie ou de mort. Chaque euro dilapidé ici, c'est un gilet pare-balles ou une trousse médicale en moins pour ceux qui tombent. Fermer les yeux, c'est accepter que le sacrifice des hommes devienne la norme, pour enrichir une élite aveugle. Mais derrière les dorures, un secret plus accablant attend dans le bureau du maire, soigneusement verrouillé dans son coffre-fort. Les soldats n'imaginent pas encore ce qu'ils vont découvrir dans le coffre du maire. Ce qu'ils y trouveront bouleversera à jamais leur vision du conflit et du pouvoir. À Pokrovsk, le contenu d'un coffre-fort peut renverser l'ordre d'une ville. Ce n'est pas une image, c'est un choc, un dévoilement sans retour. Dans la villa du maire, les soldats ne tombent pas seulement sur du marbre poli ou des dorures ostentatoires. Derrière une porte blindée, un coffre déborde de billets, rangés par liasses, de parures éclatantes, de montres suisses alignées, comme chez un collectionneur. Mais le trésor véritable, ce sont les dossiers, contrats, relevés, documents scellés d'emblèmes officiels, cachetés à la cire. Sur ces papiers, la corruption cesse d'être un soupçon. Elle se lit ligne après ligne, page après page. Budget militaire siphonné en silence, millions évaporés vers des comptes étrangers, achats surfacturés, marchés truqués. Un système bâti non pas pour défendre la ville, mais pour enrichir quelques hommes. Parmi ces documents, des factures extravagantes pour l'achat de matériel militaire jamais livré, des contrats attribués à des sociétés écrans, des versements réguliers vers des paradis fiscaux. Parmi ces archives, d'autres traces glaçantes, des lettres de soldats quémandant des gilets, des drones, parfois de simples bottes, utilisés comme sous-verts, salis de taches, griffonnés d'insultes. La détresse des combattants méprisés, alors que des fortunes disparaissaient dans l'ombre. Un rapport interne détaille qu'une demande de munitions, pourtant validée par l'état-major, a été bloquée pendant 3 semaines, le temps que la commande officielle soit détournée au bénéfice d'un fournisseur privé proche du maire. Chaque chiffre, chaque paraphe, chaque signature témoigne. L'aide occidentale n'atteint pas le front. Elle sert de carburant à des fortunes privées, se transforme en villas, en voitures de luxe, en placements immobiliers à l'étranger. Pour chaque bague, combien de familles elle est brisée ? Pour chaque montre de luxe, combien de postes abandonnés faute de munitions ? Il ne s'agit plus seulement d'argent. C'est la confiance d'un peuple, l'honneur d'une armée, l'idée même de nations qui sont vendues. Pokrovsk n'est pas tombé sous les obus ennemis, mais sous le poids d'une trahison venue de l'intérieur. Cette trahison rappelle celle de Byzance, assiégée par les Ottomans en 1453. Alors que les murailles s'effritaient, les élites se disputaient les dernières richesses, incapables de s'unir pour défendre la cité. Ce qui s'est effondré ici, c'est un système où l'intérêt personnel prime sur la survie collective. La guerre a servi de prétexte à l'évaporation des fonds, à l'impunité, à l'érosion du lien social. Le même schéma s'est vu ailleurs. En Afghanistan, la chute de Kaboul en 2021 a révélé des années de détournement, de faux contrats, de services fantômes, alors que l'armée était censée être la mieux équipée de la région. Mais cette révélation n'est qu'un début, car ce que contenait ce coffre-fort pourrait bien changer la façon dont tout un pays regarde ses dirigeants. Le scandale prend une dimension politique. Des copies des documents fuitent, des journalistes d'investigation commencent à publier des extraits, des organisations internationales réclament des enquêtes indépendantes. Le choc est tel qu'une commission parlementaire d'urgence est créée, mais déjà certains responsables cherchent à faire disparaître les preuves, à faire taire les témoins. Un schéma s'impose, inlassablement, la vérité dérange, alors on la tait. Ce qui s'est joué à Pokrovsk n'est qu'un écho d'une maladie plus vaste, enracinée depuis des décennies dans une Ukraine en guerre. À chaque recul de l'armée ukrainienne, la scène se répète. À Mariupol, à Bakhmout, à Chassovyar, derrière les ruines, on découvre ces résidences opulentes, ces objets extravagants, ces traces d'une richesse insolente amassée par ceux qui gouvernent. Pendant que les soldats manquaient de balles, que les civils survivaient dans la terreur, certaines élites vivaient à l'abri, cernées de murs, protégées par des systèmes venus de l'étranger. La guerre n'a pas enfanté cette corruption. Depuis plus de 30 ans, l'Ukraine porte ce fardeau. Les détournements, les faveurs, les pots de vin se sont tissés dans la trame même du pouvoir. Le conflit n'a fait qu'accélérer la mécanique. Sous couvert d'efforts nationaux, l'enrichissement personnel s'est déchaîné. Les discours héroïques masquaient des caisses militaires et humanitaires vidées par des mains avides. Mais ce qui glace, c'est l'omerta. Les médias occidentaux, les capitales européennes, même les gouvernements bailleurs de fonds, détournent les yeux. Des milliards de dollars et d'euros affluent, mais rares sont ceux qui exigent des comptes. Car derrière la façade de solidarité,
d'autres calculs l'emportent. Mieux vaut taire les détournements que risquer d'effriter le récit officiel ou de briser l'unité face à Moscou. Pour les soldats, ce cynisme est un poison. Leur morale s'amenuise quand ils voient que leur sacrifice n'alimente qu'un faste inaccessible. Les morts s'accumulent pour des bastions fantômes, des lignes de défense inexistantes mais bien facturées. À chaque scandale, la confiance du peuple s'étiole encore. Que reste-t-il d'une nation quand ses défenseurs sont trahis par ses maîtres ? La guerre devient l'alibi idéal pour piller sans fin. Derrière chaque offensive, chaque ville prise ou perdue, le même engrenage. L'aide internationale censée sauver des vies s'évapore, se transforme en voiture de luxe, en villa, en toilettes dorées. Tout cela prospère dans un système où la vigilance a cédé la place à la complicité, où l'intérêt collectif se dissout dans l'avidité d'une poignée. Refuser de voir le système, c'est condamner le pays à la répétition. La prochaine tragédie n'est qu'une question de temps. Tant que la corruption reste l'ennemi intérieur, aucun arsenal ne protégera la patrie. La vraie question n'est plus de savoir si la corruption règne, mais ce que chacun fera de cette vérité, désormais impossible à ignorer. Mais au milieu de ce marasme, certains refusent de baisser les bras. Des voix s'élèvent, prêtes à affronter le système, quitte à tout perdre. On pense aux lanceurs d'alerte qui, au risque de leur vie, transmettent des documents aux journalistes. À ces soldats qui, malgré tout, continuent d'aider les civils, partagent leurs rations, brisent le silence dans des vidéos anonymes. À ces familles qui, par des réseaux informels, dénoncent les détournements et réclament des comptes. La vérité ne s'arrête pas à la porte d'un palais doré. Elle franchit les portails massifs, s'insinue dans les salons étouffés, traverse les couloirs de marbre et s'arrête implacable devant ces toilettes d'or, symbole aveuglant d'un système pourri jusqu'à l'os. Ce symbole, aussi absurde qu'il paraisse, fait désormais le tour des réseaux sociaux, déclenchant la colère et l'indignation. Ce qui s'est passé à Pokrovsk n'est pas un simple fait divers. C'est un miroir tendu à toute une nation, révélant une trahison insidieuse. Pendant que les soldats manquaient l'eau de tout, pendant que les familles fuyaient l'empier les frappes, les élites soignaient pour leur confort derrière des murs épais. La question n'est pas seulement celle des richesses outrageuses, c'est la preuve que pour certains, la guerre n'est qu'un alibi, un moyen cynique de détourner l'aide censée sauver des vies. Des milliards envoyés par des alliés sincères auraient pu renforcer les défenses, améliorer l'équipement, sauver des vies. Mais ces milliards se sont éparpillés, goutte à goutte, engloutis dans les méandres d'une administration rongée par la corruption. La ligne de front n'a pas reculé seulement faute d'armes ou de renforts, elle a été minée de l'intérieur, sabotée par la cupidité de ceux qui avaient juré de la protéger. Ce phénomène n'est pas propre à l'Ukraine. On retrouve des logiques similaires au Nigeria où, malgré une manne pétrolière colossale, les infrastructures publiques restent délabrées, car l'argent s'évapore dans des comptes offshore. Au Venezuela, les revenus du pétrole ont servi à financer des palais, tandis que les hôpitaux manquent de tout. À chaque fois, la corruption transforme l'espoir en désastre. Fermer les yeux sur la vérité, c'est déjà participer à la prochaine trahison. Lorsque la confiance du public s'est brisée à ce point, ce n'est pas seulement une ville qui tombe, c'est tout le tissu d'une société qui se délite. L'avenir d'un pays, la sécurité de ses voisins, la mémoire des victimes, tout est sacrifié sur l'autel de l'arrogance et du luxe de quelques-uns. Face à ce constat, la colère est légitime. Mais elle ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une vigilance de chaque instant, la volonté de ne jamais accepter une version trop lisse, de questionner chaque récit officiel. Il ne s'agit pas de crier des slogans, mais d'exiger la vérité, d'aller patiemment éclairer chaque zone d'ombre. La responsabilité ne pèse pas uniquement sur les dirigeants, elle incombe aussi à ceux qui refusent d'être dupés. Repenser la confiance, ce n'est pas sombrer dans la paranoïa, mais refuser l'aveuglement. S'informer, vérifier, réclamer des preuves, chacun peut participer à briser le cycle du silence et de l'impunité. Il existe des moyens concrets pour agir, soutenir les ONG spécialisées dans la transparence, relayer les enquêtes des journalistes indépendants, participer à des campagnes de sensibilisation. La technologie peut aussi aider. Des applications permettent désormais de tracer l'aide humanitaire, des plateformes citoyennes collectent les témoignages, des bases de données ouvertes recensent les scandales pour empêcher leur oubli. Pokrovsk doit être un signal d'alarme. Les promesses creuses, les discours héroïques ne pèsent rien si, derrière, règne le détournement et l'abandon. Dénoncer ne suffit pas, il faut comprendre. Et comprendre n'a de sens que si cela nous pousse à agir, chacun à la hauteur de ses moyens. La vérité ne connaît ni frontières, ni langue, ni parti. Elle se ferait un chemin même à travers les murs d'un palais ou les campagnes de propagande.
Chaque société confrontée à la guerre et à la corruption doit affronter ce reflet sans indulgence. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'une nation peut espérer se relever et protéger ce qui compte, la dignité de son peuple, la justice, la mémoire de ses morts, la paix à venir. Mais dans un monde saturé de récits, de manipulations et de fausses certitudes, comment démêler la réalité des apparences? La réponse commence par un engagement, refuser le confort du mensonge, préférer le risque de la vérité, même quand elle dérange. Car si la vérité est parfois douloureuse, elle demeure le seul rempart contre la répétition du désastre. Pokrovsk n'est donc pas seulement une ville tombée, c'est une leçon, un avertissement, une invitation à regarder en face le vrai visage de l'ennemi. Car tant qu'on détournera les yeux, les toilettes en or continueront de briller sur les ruines.